Deuxième jour de la semaine 38, aujourd'hui le 21 septembre 2021, 264e jour de l'année 2021, 101 jours nous séparent du 31 décembre. Je suis contente, heureuse, mais vraiment, encore une fois, de retrouver aujourd'hui deux docteurs, deux médecins sur ces plateaux. Waouh! Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Comment j'arrive à vous faire ça? Je ne sais pas, mais bon. Aaron Kazadi. Bonjour, bienvenue. Il me fait signe qu'il a un souci. Je ne sais pas s'il est enrhumé ou s'il est, il est atteint du corona. Non, c'est le climat, vous l'avez dit tantôt qu'il faisait frais. Alors j'ai un peu eu le coup de froid. Ça va? Tout va bien et ça va, je vais très bien, messieurs. Moi, j'espère de même pour vous, en tout cas. Alors, Okay. Monsieur Doris, docteur, bonjour. Bonjour, Cantine Nationale. Ça va, vous allez bien? Ça va très très bien, ça va très très bien. Je suis très content de retrouver encore une fois le plateau de On est ensemble, et surtout avec vous, Bénédicte Kalengai, qu'on appelle affectueusement la Tantine Nationale. Ah oui, la Tantine Nationale, quelqu'un à la maison est en train de se dire, tiens, ben, elle s'appelle aussi Tantine Nationale. Oui, je suis la Tantine Nationale, je présente Tantine Nationale chaque vendredi entre 16h et 17h30 sur la 87.8 B1 FM. Donc, dès ce vendredi ici, il faut me suivre là-bas. Une chose est sûre, c'est que tu ne vas pas me reconnaître, mais c'est moi, n'est-ce pas? Voilà, on va parler sujet du jour, mais avant cela, laissez-moi vous rappeler ou vous informer au cas où vous ne le saviez pas. À l'issue des états généraux, en tout cas des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, tenus à l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga par le ministre Mohindo Zangui, 16 universités seulement ont été jugées viables pour organiser la faculté de médecine à travers la République démocratique du Congo, la RDC. Je suis contente parce que ce matin, j'ai des médecins sur ces plateaux, donc j'espère d'ailleurs que vous avez compris directement pourquoi on a des médecins sur ces plateaux. Alors rapidement, parce que j'ai une question qui circule ma tête depuis lorsque j'avais, en tout cas depuis que j'ai appris cette histoire. Qu'est-ce qui précède? Ma première question. Que pensez-vous de cette mesure? D'après vous, c'est une résolution qui est censée être jugée, on va dire que c'est une aberration, carrément, ou je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette résolution, de cette décision? Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Je crois que nous allons essayer de déconstruire un peu ces supercheries qui s'est construit avec beaucoup de malentendus et surtout avec des informations erronées qui passent sur les réseaux sociaux sur base de cette décision. D'abord, moi, je crois que cette décision est opportune et elle tombe à point nommé. Et je félicite d'ailleurs le ministre Mohindo Zangui d'avoir pris cette décision. Pourquoi? Parce que dans nos universités, il y a un bon bout de temps que le ministère a commencé à rappeler les préalables de viabilité des facultés, des différentes facultés, en l'occurrence également la faculté de médecine. Et une note circulaire date il y a de cela 3 ans qui avait rappelé, n'est-ce pas, la nécessité de se conformer à cela. Et à l'issue, non seulement des travaux des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, mais également sur base des enquêtes des inspecteurs du Conseil national de l'ordre de médecins. Ok. C'est sur base de ces 2 éléments-là que les conclusions qui ont été prises et d'ailleurs présentées sur les assises de ces travaux des États généraux, c'est par là où les conclusions formulées en termes de propositions au ministre, c'était de pouvoir suspendre ces facultés-là qui étaient jusqu'à présent viables, mais quand il fallait le mesurer, n'est-ce pas, au prescrit de la loi, ça ne reflétait pas, n'est-ce pas, la viabilité. Voilà pourquoi nous estimons que pour avoir entendu 3 années durant, également,
pour avoir participé, parce que toutes ces universités-là ont participé, n'est-ce pas, aux travaux des États généraux. Donc, ils savaient au préalable que les conclusions qui ont été couchées au décours de ces assises allaient aboutir, n'est-ce pas, à la suspension de ces facultés-là. Donc, ils étaient informés. Le fait qu'on en arrive là, ce n'est pas une surprise pour eux, quand bien même c'est une surprise pour les étudiants, et nous qui sommes ressortissants de ces universités-là, et ça nous impacte également. Nous ne sommes plus étudiants là-bas, mais ça nous impacte. Peut-être nous allons démontrer comment est-ce que nous en sommes victimes au fur et à mesure que nous évoluons dans notre exercice présent. Très bien. Aaron Kazel. Oui, merci encore une fois pour la parole. Merci encore une fois pour l'invitation. C'est un plaisir de retrouver aussi cher confrère Doris. C'est un ami de longue date. J'ai suivi son analyse sur cette question. Je veux essayer de naviguer légèrement à contre-courant par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je crois que le problème, il faut le voir d'une manière globale. Aujourd'hui, on parle de la faculté de médecine, qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais les problèmes se situent au niveau même du système éducatif congolais. C'est ça le grand problème. Quel est le système éducatif que nous avons eu à construire dans notre pays? Les problèmes partent de là. Permettez-moi de peindre un petit tableau sombre de notre système éducatif. Le système éducatif congolais, je parle de l'éducation de manière générale, que ce soit à l'école primaire, secondaire comme à l'université, a 3 tares. La première particularité négative de ce système négatif, c'est ce que j'appelle les caractères formalistes. Nous sommes trop dans des formalités. Ça, c'est de manière générale, parce que je suis en train d'épuiser cela par rapport même aux reproches qu'on a eu à faire pour soutenir la décision de fermer certaines facultés. Premièrement, c'est le formalisme. On est trop dans la formalité. Quand on défend nos travaux de fin d'études, TFC, mémoire et tout, après, ça sert à quoi? C'est par formalité qu'on le fait. Est-ce que l'État congolais a déjà eu à exploiter les différentes thématiques qu'on a eues? Parce que quand vous regardez, je ne pense pas. Quand vous regardez, il y a eu des thématiques très sensibles qui ont été touchées, développées dans des différents mémoires et tout, et pour lesquelles peut-être on cherche des solutions en société. Mais il existe une solution quelque part qu'on a peut-être casée dans un tiroir d'une certaine faculté, ainsi de suite. C'est par formalité qu'on les fait. Deuxième tare, c'est quoi? C'est les caractères, c'est une désuétude de notre système éducatif, une certaine obsolescence. Tout ce qu'on fait, c'est archaïque en fait. On part du modèle belge, ces modèles calqués. Comment on apprend? On fait ceci. Donc, on est resté là, statico. Voilà comment les choses se passent. Ça se passe comme ça, de A à Z. Ça, c'est le système éducatif congolais. Troisièmement, c'est les caractères, ce que j'appelle un caractère surérogatoire. Donc, un des trop. Vous êtes en faculté de médecine, par exemple. Les cours qu'on vous donne, vous avez des cours qui n'ont rien à voir avec vous. Vous avez des cours qui, quand vous allez travailler, quand vous serez sur les terrains professionnels, vous n'en ferez pratiquement rien. Mais on vous les donne quand même, parce qu'il faut qu'on le fasse. Donc, le système en soi éducatif pose problème. Et maintenant, dans ces systèmes-là, on a instauré un certain laisser-aller dans la prise de certaines décisions. Et là, maintenant, j'ai rejoint cette faculté qui est en fait une faculté noble, la médecine. Parce que c'est des gens, en fait, qui sont appelés à soigner des humains. Vous savez, quand un mécanicien commet une erreur, il peut faire que votre véhicule tombe en panne et après, on peut réparer. Et là, on parle de la vie. Là, on parle de la vie. Vous imaginez une erreur sur une vie qui n'a pas de brouillon. Qui n'a pas de brouillon. Vous pouvez perdre, c'est un père de famille, c'est quelqu'un cher pour X, Y. Et donc, ces personnes-là, il faut une certaine rigueur dans leur formation. De ces faits, l'État lui-même devrait être très rigoureux, très regardant sur cette question en ce qui concerne la formation de médecins. Mais qu'est-ce qui se passe? L'État lui-même, de par son système qui est déficitaire, il a inauguré une certaine nonchalance dans la formation de médecins. On a autorisé à n'importe qui d'ouvrir la faculté de médecine et les gens ont fait confiance, les gens sont allés et après c'est le même l'État qui sursaute pour dire « Eh bien, ça ne doit pas se passer comme ça, je ferme ». Alors l'État maintenant crée des victimes. L'État crée des victimes, en fait, sur ce que lui-même a inauguré. Le problème, c'est d'abord au niveau de l'État. L'État a inauguré un système qui défavorise, en fait, la qualité qu'on veut, parce que l'État lui-même ne connaît même pas le modèle qu'il veut
de son citoyen. Comment ça, il ne connaît même pas? Non, mais quel est le modèle de l'éducation congolais? Quel est le citoyen qu'on attend? La politique éducative est très mal définie. L'État a besoin de qui exactement? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais a encore besoin de plus de juristes, de plus d'économistes, de plus de médecins? Parce que regardez les recrutements dans nos universités. Les gens vont vers quelle faculté? C'est pratiquement les mêmes facultés. Allez à l'UNIKIN, regardez l'auditoire de G1 économie, c'est plein. Regardez l'auditoire de G1 droit, c'est plein. Allez à l'auditoire de G1 météo, par exemple, la météo. C'est vide, il n'y a pas assez d'étudiants. Allez à l'auditoire de l'agronomie, il n'y a pas assez d'étudiants. Alors que le vrai problème de l'État aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des économistes encore, il y en a des trop. Ce n'est pas d'avoir des juristes encore, alors que l'État a besoin d'investir sur les sols. Personne ne fait l'agronomie, personne ne fait la météo, personne ne fait des sciences qui touchent réellement les problèmes de l'État. Pourquoi? Parce que l'État lui-même n'a pas su construire le modèle du citoyen qu'il veut. Le modèle s'est construit en fonction du besoin. Donc l'État lui-même ne connaît pas les besoins qu'il a exactement et construire un citoyen pour répondre à ses besoins. Donc aujourd'hui, on crée des victimes, ok, par rapport à ces décisions, on crée des victimes sur base tout simplement du mauvais comportement antérieur de l'État lui-même. Ok. Voilà. Mais c'est fait, moi j'ai envie de vous poser une question à Kazadi. Dites-moi, sur base de quels critères exactement, a-t-on déclaré cela viable et pas viable? Justement. Parce qu'aujourd'hui, ça pose problème. Absolument. Aujourd'hui, ça pose problème. Je crois que Doris le disait tantôt. Il y a eu un critérium qui sont établis partant du rapport du Conseil national de l'ordre de médecins et les états généraux qu'il y a eu à Lubumbashi. Mais là aussi, je crois qu'il y a eu quand même des petits soucis. Pourquoi? Parce que je ne peux parler que de ce que je maîtrise. Je parle par exemple de l'université d'où je ressors. J'estime que par rapport à certains critériums, il y a eu quand même un bémol qu'il faut placer. Pourquoi? Le Conseil national de l'ordre de médecins, c'est l'organe qui nous régit, le médecin. Quand vous terminez votre cursus au niveau de la faculté, avant d'exercer votre art de guérir, vous devrez avoir le numéro du Conseil national de l'ordre de médecins. Sans ces numéros, vous ne pouvez pas exercer. Et le Conseil national de l'ordre de médecins, avant de vous donner ces numéros, avant de vous octroyer ces numéros, il doit être sûr de votre cursus académique. C'est comme ça que nous, par exemple, même mon confrère docteur Doris qui est là, on n'a pas assez souffert au Conseil national de l'ordre de médecins pour avoir le numéro d'ordre. Pourquoi? Parce qu'on avait un cursus clair. On a vu, vous avez commencé en G1, telle université, vous avez évolué normalement. Quand le Conseil national voit que dans votre cursus, vous étiez à gauche, vous étiez à droite, vous étiez ici et tout, c'est compliqué. Pour vous octroyer les numéros, c'est compliqué. Donc, ces mêmes conseils de l'ordre de médecins qui octroient des numéros d'ordre à plusieurs facultés, c'est-à-dire qu'ils estiment que ces gens sont compétents, ils ont été bien formés, alors nous leur donnons ces numéros d'ordre pour qu'ils puissent travailler. Ces mêmes conseils d'ordre aujourd'hui estimaient dire que non, ces gens-là, ils ne peuvent plus avoir formé des médecins parce qu'ils sont non viables, c'est quand même contradictoire. J'ai parlé de l'université Simon Kimbangu d'où je ressors. L'université Simon Kimbangu a eu à former depuis plus de 20 ans de médecins. D'où nous ressortons. Ah, merci. D'où nous ressortons. Ah, vous êtes tous deux ressortissants de là. Oui. Depuis plus de 20 ans, l'université a formé de médecins qui travaillent partout dans les institutions de santé. Ici, en République démocratique du Congo, vous trouverez des médecins qui sont ressortissants de là. Vous allez en Afrique du Sud, partout, il y a des médecins ressortissants de là. Donc, aujourd'hui, qu'on déclare de manière directe que l'université est non viable et donc ne peut former de médecins, c'est même douter sur les différentes compétences. Exactement. Moi, sincèrement, excusez-moi, mais aujourd'hui, là, si je tombe malade, j'ai peur que vous puissiez me diagnostiquer parce que je me dis, mais qu'est-ce qui prouve après tout ce qu'on vient de nous dire? Absolument. Oui, Doris. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Je crois que il y a quelques éléments à pouvoir éclaircir, sinon... D'abord, c'est que j'étais en train de dire à la fin tout à l'heure. Je suis sérieuse, hein. Je suis sérieuse. Vous savez, lorsqu'on est malade, chers téléspectateurs, on a toujours tendance à aller vite à l'hôpital. Et lorsqu'on arrive à l'hôpital, on ne tient même pas compte de qui est devant nous. Est-ce qu'il a suivi, est-ce qu'il a fait sa formation, il est sorti de quelle université, etc. Avec ces genres de nouvelles, avec ces genres de décisions. Mais, chers invités, moi j'ai peur, sérieusement. Comment vous-même vous avez... C'est vrai que je vous ai posé cette question, mais j'ai comme l'impression que vous ne m'avez pas convaincu dans votre réponse.
Comment avez-vous reçu cela, étant ressortissant de là aujourd'hui, après toutes ces années, comme Aaron le disait tout à l'heure, et 20 ans après, on nous dit, tiens, l'université Simon Kimbangu, par exemple, ne peut plus former des médecins. Exactement. Ça veut dire qu'on doute de vous. Exactement. Ou l'USEKIN, si je peux ajouter, pour ne pas parler seulement de l'USK, ou l'USEKIN, par exemple, qui existe aussi depuis belle lurette, qui a formé beaucoup de médecins, n'est pas repris sur cette liste. Exactement. Lorsque je parlais tantôt ici, je disais que les conséquences de cette décision-là n'impactent non seulement ceux qui sont encore là en tant qu'étudiants, mais nous également les anciens. Mais oui. Okay? Je le disais, en fait... Parce qu'eux encore peuvent arrêter pour aller s'inscrire à gauche ou à droite. Le problème, c'est quoi? Il faut qu'on puisse revenir dans l'histoire. Lorsque les règles ont été établies, ok? On a dit qu'il fallait laisser un moment où ces universités privées pouvaient bénéficier, n'est-ce pas, d'une mesure où ils pouvaient, par exemple, si je dois citer quelques critères en passant, on devait avoir un centre hospitalo-universitaire, okay? Donc un hôpital pour l'université, pour permettre à ceux qui ressortissent de là de pouvoir apprendre en permanence. Okay? Ça, c'est parmi les critères. Entre autres, il fallait avoir des matériels didactiques, un laboratoire équipé, une bibliothèque moderne, équipée et actualisée, avoir de personnel au niveau de la faculté, il faut avoir des corps professoraux permanents. Okay? Donc, il y a tout ça. Les services académiques devaient être organisés selon les règles. Mais il y a belle lurette, lorsque ces principes ont été établis, on avait donné un moratoire que les autorités de ces universités devraient continuer à fonctionner. Justement, un moratoire de 3 ans. Ce n'est même pas 3 ans. Avant même, il y avait même beaucoup d'années. Non, mais ça, c'est ce qui a été écrit. En tout cas, ça, c'est ce qu'on sait. On sait que vous avez reçu une sorte de moratoire de 3 ans. Le dernier rappel. Pourquoi se plaindre aujourd'hui alors que vous avez été averti? Exactement. C'est pour cela que je dis, l'autorité des tutelles qui a pris cette décision-là n'est pas à côté. Parce qu'il a utilisé tout le moyen préalable pour pouvoir alerter les gestionnaires de ces universités-là de se conformer. Mais malheureusement... Donc le problème se trouve à leur niveau. Le problème se trouve au niveau des universités. Justement. Mais également, les responsabilités doivent être partagées au moment où, là où je vais essayer de récupérer quelques illustrations de mon confrère Dr Kazadi, c'est que la politique éducationnelle de notre pays a laissé beaucoup de tard évoluer. Vous voyez, il y avait un certain moment où on ne pouvait pas, n'est-ce pas, contrôler avec beaucoup de rigueur. On pouvait seulement faire des petits rappels et après les dossiers partent comme ça. Donc, même ces gestionnaires-là étaient habitués à cette manière de gérer. Maintenant, là, il y a une nouvelle méthode de travail, une rigueur qui donne ses résultats. Okay. On vous a déjà rappelé, il y a de cela 3 ans, vous devez vous conformer et vous ne le faites pas. Il y a eu les inspecteurs qui sont passés, ils ont évalué, rien n'a été amélioré. C'est comme ça qu'on a pris ces décisions-là. Et aujourd'hui, vous payez le prix finalement. Nous payons le prix. Mais nous ne pouvons pas tirer dessus de cette décision-là parce que nous en sommes victimes. Oui. Mais nous voyons également les promotions ou les générations futures qui viendront, n'est-ce pas, et qui vont bénéficier de l'amélioration de ces services. Si nous n'avons pas bénéficié de ce service-là, bien, nous pouvons nous en réjouir. Pourquoi? Parce que nos petits frères qui viennent après en bénéficieront. Quand même que vos diplômes sont... Nos diplômes sont aujourd'hui question d'analyse, mais écoutez, ce n'est pas autant que nous devons saper tout cela parce que ceux qui connaissent les secteurs médicaux, ici à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, si on parle, n'est-ce pas, de la faculté de médecine, si
nous parlons de notre université mère, l'université de Kinshasa. Au-delà de l'université de Kinshasa, c'est l'université Simon Kimbangu. Qui est non viable. Heureusement, vous dites que c'est a formé plus de médecins et qui a commencé à former autant de médecins après l'université de Kinshasa, ici à Kinshasa. Donc, si vous voyez les autres universités privées que nous connaissions là, qui ont été déclarées non viables, c'est peut-être parce que il y a ce qu'on appelle, ce que mon ami a appelé les conformismes. C'est le conformisme, oui, il faut se conformer, mais il ne fallait pas faire la tête avant, lorsqu'on était en train de vous rappeler. Maintenant, là, nous sommes passés, moi personnellement, il y a 2 jours, donc le dimanche et hier, lundi, j'ai fait la ronde de quelques universités. Mais si vous avez une équipe qui peut aussi descendre, vous allez voir comment les choses sont en train d'être réaménagées. Parce qu'il faut introduire les recours. Et par ces voies de recours-là, ces inspecteurs-là doivent revenir pour vérifier. Comme on dit que Congolais aura rien à faire. Exactement. Donc cette décision-là devrait arriver parce que ça amène les gens à décider rapidement. Vous allez voir. Bientôt là, lorsqu'on va maintenant traiter j'espère que ce n'est pas du djalelo tout simplement. Je ne suis pas en train de faire du djalelo. Je suis en train de parler des réalités du vécu que vous pouvez vérifier. Donc les choses sont en train d'être améliorées juste parce qu'il y a eu un fouet. Donc, je ne suis pas très d'accord avec Dr Doris sur cette analyse, parce que là, il semble prendre la décision du ministre comme étant parfait d'un bout à l'autre, alors qu'il y a beaucoup de faits qu'il faut relever sur cette décision. En fait, vous lisez là, je ne sais pas si les gens ont lu, quand vous lisez le 3e point, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les étudiants qui sont dans des classes montantes, il va fixer les modalités pour la réorientation de ces étudiants qui sont dans les classes montantes vers des universités qui ont été, vers des facultés qui ont été déclarées viables. Mais dites-moi comment ça va se passer. Là, il y a un problème. Regardez sur cette liste. Pour la ville-province de Kinshasa, on a retenu 2 facultés seulement. Je cite l'UNIKIN et l'UPC. Et le ministre dit qu'il va fixer des modalités pour la réorientation de tous ces étudiants vers les facultés qui ont été déclarées viables. Donc, si je comprends bien, tous ceux qui sont en G1, G2, les classes montantes, à l'USK, au Bel Campus, UFA, je sais où, toutes ces personnes-là, on doit les envoyer vers l'UNIKIN et vers l'UPC. Et après, est-ce qu'on a vraiment de la place? Non, mais est-ce qu'il y aura même de la place? Eux-mêmes, ils parce que nous connaissons aussi ce qui se passe là-bas. Alors là, est-ce qu'il y a le souci de la qualité? Est-ce qu'on a vraiment le souci de la qualité de la formation? Je ne pense pas. Là, je crois qu'on est en train encore de nous enterrer nous-mêmes. Il n'y a pas ce souci de la qualité. Le ministre est en train de dire, d'accord, je veux bien, je l'ai dit tantôt, il faut la qualité parce qu'il s'agit des médecins, des gens qui vont traiter, ainsi de suite. Mais est-ce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, en dehors de ces problèmes de la qualité des médecins, il y a aussi un problème de quantité de médecins. On n'a pas de médecins en République démocratique du Congo. Ah, donc, comme on n'a pas de médecins, on est obligé finalement d'avoir n'importe qui et nous livrer à n'importe qui sans savoir s'il a reçu une bonne formation ou pas. Je l'ai dit tantôt. Au point de risquer nos vies comme ça, de partir en martyr. Cette histoire de pilulation... Non, pas du tout. Cette histoire où il y a eu beaucoup de facultés de médecine, nous avons commencé à les condamner depuis. Lui, il essaie, parce qu'on a eu à travailler ensemble à la coordination des étudiants quand nous étions étudiants. On a eu à condamner ça depuis longtemps. On ne doit pas laisser les champs libres à n'importe qui, parce qu'il s'agit quand même d'une faculté noble. Mais je suis en train de relever un fait. De toutes les façons, l'organe qui est censé vérifier le cursus d'un médecin pour attester qu'il a réellement fait un bon cursus, je vous ai dit que c'est le Conseil national de l'ordre de médecins. Quand on finit, c'est eux qui nous octroient les numéros d'ordre. Avant de nous octroyer ces numéros d'ordre, ils se rassurent, ils regardent votre parcours. Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème, ainsi de suite. Ils nous le donnent. Ça, c'est connu. Mais il y a un problème de qualité qu'ils veulent résoudre, mais il y a un problème de quantité où ils ne disent rien. Regardez, il y a un pléthore ici à Kinshasa. Vous savez que nous sommes, pour une population d'à peu près 100 millions d'habitants en République démocratique du Congo, on a moins de 40 000 médecins en République démocratique du Congo. Parce que quand vous regardez les tableaux nationaux de l'ordre de médecins, je crois que la dernière prestation de serment, ils étaient arrivés autour de 37 000. Dans les 37 000, ça veut dire que depuis que ça existe, au Congo, on n'a que 37 000 médecins. Et là, il faut soustraire ceux qui sont décédés, il faut soustraire ceux qui sont à l'extérieur du pays. C'est-à-dire on est à peu près, bon, j'exagère, 35 000 médecins. 35 000 médecins pour 100 millions d'habitants, ça représente quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi sérieux. En dehors du problème de la qualité, il y a également le problème de la quantité qu'il faut résoudre. Très bien. Christian et Mango.
vient de nous rejoindre sur ces plateaux. Bonjour Christian, ça va? Bonjour Bénédicte. Les retardataires ont toujours tort. Non, vous devez que notre public et que les téléspectateurs m'excusent pour ceux qui étaient très regardants sur les médias congolais savent que nous venons de répondre aussi à d'autres obligations et exigences encore, alors qu'il fallait aussi arriver ici, alors quitter le centre-ville pour arriver ici. En tout cas, c'était obligatoire d'arriver ici. Hein. Absolument, il fallait y arriver pour qu'on puisse participer à cet échange ici qui est très très important pour la population quinoise et congolaise qui nous suit en général. Donc, je suis arrivé, je m'excuse, mais je crois que l'essentiel c'était d'arriver d'abord sur ces plateaux ici. Exactement, Christian et Mango, on parle des l'ESU, de l'enseignement supérieur et universitaire. Quid de la fermeture des facultés de médecine? Oui, effectivement, il n'y a pas que la faculté de médecine qu'il faut fermer. Hein. Il y a beaucoup de facultés qu'il faut fermer. Parce que vous savez que quand vous arrivez au niveau de l'ordre des avocats, ce n'est pas... pour ce qui est, par exemple, de Kinshasa, il y a certaines universités qui sont listées pour accéder à la profession d'avocat. Ce n'est pas partout. Alors, comment il peut y avoir cette antinomie-là entre le fait que quelqu'un ait fini dans une université, qui a eu un diplôme, qui sera sans doute homologué par l'État, mais qui ne peut pas accéder à un barreau. Donc, ça suppose qu'il faut fermer la faculté dans cette université-là. Ce qui fait que même au niveau des médecins, je viens d'entendre ici mon ami pour dire que ce qui évalue, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins. Donc, fermer les universités, fermer les facultés de médecine dans certaines universités, j'en conviens, c'est une bonne idée, mais nous avons déjà expérimenté ça. Ici au pays, oui, le ministre Macha Komamba, il y a eu une époque, avait pris l'engagement de commencer à fermer les universités. Je prends l'exemple, je connais ces infos tout à fait. SIDEP avait été fermé dans sa totalité et qu'on avait autorisé que les étudiants qui étaient dans les classes montantes, eux, ne fussent que eux puissent terminer le cursus. Mais les autres, on ne pouvait plus recruter au niveau de SIDEP. Bon, cette information-là, vous ne la connaissez pas, mais je vais quand même vous la divulguer. Ça a été le cas aussi avec l'ISIPA. Il fallait fermer l'ISIPA qui était construit au niveau, qui est construit jusqu'à ce jour, l'ISIPA Chaoumba. Il y en a deux. Lingwala, c'est de l'autre côté là-bas. Et puis, il y a l'ISIPA Mouchi. Il y a l'ISIPA qui est dans l'avenue qui est en face de Kitega et l'ISIPA Chaoumba. Alors, il fallait venir fermer l'ISIPA Chaoumba, comme quoi il n'y avait pas de bâtiment. Ça avait été construit sur le domaine public de l'État, c'est-à-dire dans un camp. Bon, je vous épargne des détails de comment est-ce que l'ISIPA a pu résister. Mais l'État congolais, vous savez qu'on ne construit pas. On ne donne pas la possibilité à ceux qui se lancent quand même dans cette direction-là de pouvoir les encourager. Plutôt que de voir dans quels moyens, dans quelles possibilités on peut permettre à ces universités-là de bien fonctionner, ici au Congo, on préfère aller carrément fermer. Je suis bien d'accord que vous ne pouvez pas vous imaginez, réfléchir un bon matin, de pouvoir mettre sur pied une université lorsque vous n'avez pas de bâtiment, vous n'avez pas de professeur. Même l'UPC que vous voyez qu'on a autorisé que la faculté de médecine puisse fonctionner, mais l'UPC, les études post-universitaires, c'est-à-dire commencer à partir comment on appelle ça, de doctorat, il n'y a que la faculté de théologie qu'il a. Parce que l'UPC a des professeurs qui sont internes, qui ne sont pas des visiteurs, ils sont des permanents comme on les appelle, et il n'y a que la faculté de théologie. L'UPC ne peut que vous délivrer difficilement votre titre de docteur en économie ou en droit. Donc, vous voyez que même à l'UPC, la question de viabilité s'est posée. Mais néanmoins, il y a les professeurs qui sont permanents, il y a des professeurs visiteurs. Je me suis posé la question de savoir, c'est chez moi, je préfère parler de chez moi, je veux dire chez moi en termes originaires, mais je suis congolais,
J'ai vu qu'on a autorisé l'université de Tchumbe. Unichu. Je me suis posé une grande question. Est-ce qu'il y a ne fût-ce que 10 microscopes dans cette université-là? Est-ce que cette université-là est vraiment équipée? Parce que si on doit prendre la question de fermer les facultés de médecine, je vous assure qu'on va fermer même à l'UNIKIN. On va fermer partout. Ouais. Donc il y a eu une complaisance dans cette décision. Non, ça veut dire qu'on a pris la décision. On doit donner raison à ceux qui traitent ça d'aberration, mais carrément. Non, je trouve que la décision, elle est, du point de vue moral, du point de vue d'une formation. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Du point de vue de l'idée qu'on veut véhiculer, c'est qu'il faut faire en sorte que les universités soient dans les normes. Okay. Mais au bout du compte, ça me paraît superfétatoire. Justement, on parle de matériel ou de la formation proprement dite? Mais tout ça, ça veut dire que quand on veut fermer une faculté, moi je vous ai donné l'exemple que même en droit à l'UPC, votre diplôme de docteur en droit, vous ne pouvez pas l'avoir à l'UPC parce que pour former les étudiants jusqu'au niveau de doctorat, vous devez avoir des professeurs permanents. Il ne faut pas que ce soit des visiteurs. Parce que les visiteurs, il est là sous contrat, et un beau jour, il peut vous dire « j'ai mis faux contrat », il s'en va. Les apprenants vont en pâtir. Okay. La même chose, je pense que parmi les critères qui ont fait en sorte qu'on puisse fermer les facultés de médecine ici ou ailleurs, c'est par exemple l'absence des formateurs, des professeurs permanents. Parce qu'il y a certaines universités à l'intérieur du pays où ce sont des chefs de travaux qui sont devenus des professeurs. Oh, ça c'est grave. Pendant qu'il n'a pas fini lui-même la formation d'apprentissage. Donc, j'ai trouvé que du point de vue communication, la décision, elle est bonne parce qu'il faut fermer, il faut donner le temps que si vous voulez mettre en place certaines facultés dans les universités, il faut de la discipline pour ça, mais elle est superfétatoire parce que celles qui sont restées, par exemple à l'UNIKIN, c'est une référence, ne sont pas équipées. Okay. Donc, on va voir si les universités qu'on a laissées fonctionner, les facultés de médecine, pour ne parler que de celles-là, est-ce que le gouvernement va intervenir? J'ai donné l'exemple de l'université de Tchumbe. Vous connaissez la province du Sankourou, elle est totalement enclavée. Est-ce qu'il y a ne fût-ce que 10 microscopes là-bas? Je ne sais pas si on peut nous donner une réponse précise. C'est votre jour, et bien nous vous célébrons à notre manière, à la manière dont on est ensemble. Joyeux, heureux anniversaire à vous. Peu des bénédictions à vous, que le Seigneur vous fasse beaucoup, mais beaucoup de bien. Et c'est signé la grande équipe dont on est ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. On revient dans notre sujet du jour. Il y a le docteur Doris qui n'a pas cessé de bouger la tête tout à l'heure. Enfin, tout le monde a droit à la parole. Merci Madame Bénédicte. Je crois que tout le monde a droit à la parole. Nous avons aussi droit à la parole. Je pense que tirer sur la décision du ministre comme ça sera vraiment méconnaître les problèmes des Congolais. Le Congolais, en soi, pour réagir ou pour se conformer à la loi, il a toujours besoin de mesures contraignantes. Vous voyez? Donc, notre pays, dans tous les secteurs, nous voyons même les exploits avec l'IGF, nous avions déjà eu une habitude dans une manière de faire les choses. Il fallait qu'on puisse nous contraindre pour que les choses reviennent dans les normes. Et dans tout le secteur, cela doit être ainsi. Et là, nous voyons que dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, les choses sont en train de revenir dans les normes. Et ce n'est pas avec un bâton magique que les choses vont revenir du coup. Et c'est une procédure longue et qui demande beaucoup d'efforts. Et déjà, le premier pas dénote déjà les signaux forts de l'envie que les choses puissent s'améliorer. Mais je voulais plutôt ici... En parlant de ça, tout à l'heure, pendant la page publicitaire, j'ai appris le ministre n'a pas fermé, au fait. On dit que c'est juste une décision qui... L'effet immédiat de cette... En fait, c'est une note circulaire. Ce n'est pas un arrêté ministériel. C'est une note circulaire qui empêche à certaines universités de continuer les inscriptions. OK? En attendant les modalités, sinon, de pouvoir réorienter les étudiants qui sont dans les promotions montantes ou bien autre chose qui sera faite dans ce sens-là.
Mais déjà, comme je disais tantôt... Mais après, dans tout ça, on dit qu'il va au fond. On a connu ça dans ces pays. Exactement. On dit que Mahamoud de Toumbarelambate, c'est arrivé, oui, mais on sait comment ça se passe. Le problème, c'est Il va suffire de 2-3 choses et puis voilà. Le problème, c'est quoi? Les règles sont là, tout le monde doit et il n'y aura pas grand-chose en termes de changement de toutes les façons. Non, ce n'est pas qu'il n'y aura pas grand-chose. Moi, je vous ai dit tantôt ici, essayez de faire un tour. On l'a connu avec le ministre Machako Mamba ici dans ces pays, mon frère. Mais je crois que les signaux qui sont en train d'être donnés dans tous les secteurs de la vie nationale aujourd'hui dénotent déjà un grand changement. C'est vrai que l'histoire nous permet de nous situer et de voir comment nous prévenir déjà des choses ou des erreurs antérieures. Mais je vous dis que moi, hier, lundi et les dimanches, je fais la ronde de quelques universités fermées. Je vous dis que parmi les éléments qu'on leur reprochait, c'était leur bibliothèque ou leur laboratoire qui était vraiment obsolète, qui avait presque rien. Les ouvrages. On a même parlé de la peinture dans certaines oui, universités. Les infrastructures ne faisaient pas vivre, au fait. Alors, hier, avec tout ce que nous avons pu faire comme observation, les choses sont en train d'être réactivées. C'est ça, les Congolais. Les Congolais aiment ça. Mais dans cette décision, ce que je voulais plutôt relever, c'est que nous qui sommes déjà médecins, nous sommes en quelque sorte un peu victimes d'une certaine marginalisation parce que nous sortons de ces universités-là contentes un peu d'être moins viables. Mais retenez que ce sont seulement les médecins ressortissants de ces universités-là qui étaient partis étudier à l'étranger, qui ont fait en sorte que dans nos universités-là, actuellement, nous avons un grand pourcentage des étrangers qui les fréquentent. Parce qu'il y a le prouesse, il y a le talent, l'expertise des fruits de ces universités. Ici, je porte la parole de notre alma mater, l'université Simon Kimbangu. Nous avons déjà, depuis belle lurette, nous avons fait preuve d'une rigueur qui ne dit pas son nom. Vous voyez, s'il faut partir même dans le Conseil national de l'ordre des médecins, nous sommes parmi les universités dont les étudiants, les ressortissants reçoivent, n'est-ce pas, leur numéro d'ordre très facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a une fluidité, une transparence dans la façon de faire, mais il y a quelques bévues qui nous sont reprochés et qui sont en train d'être corrigés. Vous savez, à chaque fois que vous parlez du Conseil national de l'ordre des médecins, moi j'ai envie de placer un mot. Hier, en tout cas la journée d'hier, 20 septembre 2021, je n'ai pas cessé d'appeler tous les conseils. Parce que je voulais que, en tout cas, j'estime, et s'il faut parler de ces genres de sujets-là, quid de la fermeture des facultés des médecines non viables, je pense qu'on devait normalement avoir un représentant du ministère, et les SU, un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins, aussi des étudiants, des anciens étudiants qui se sont sentis concernés dans cette histoire. Mais nous déplorons ces comportements. À chaque fois que nous avons besoin de vous, soit c'est une réunion, c'est une longue réunion qui ne se termine jamais, soit c'est non, nous on ne peut pas parce que eux là-bas, on ne comprend juste pas quoi. Essayez d'améliorer cela. C'est de votre image qu'il s'agit au fait. Ouais, vous pouvez poursuivre. Je peux placer un mot s'il te plaît. Oui. Allez-y. En fait, parce que Doris semble vouloir prendre la décision du ministre comme étant la référence. Il fallait, donc il n'y a rien de mauvais dans cette décision. Alors, il y a un fait que je suis en train de reprocher encore sur cette décision, c'est les résultats. Pourquoi la décision n'a pas tenu compte, je parle des critères, n'a pas tenu compte des résultats aussi? Parce qu'au finish, la formation, c'est pourquoi. Ce qui compte, c'est les résultats, en fait. Qu'est-ce qu'on a produit à la fin? Qu'est-ce qu'on a produit? Parce que là, je suis en train de rejoindre ce que j'ai dit dès ma première prise de parole sur les caractères de notre système éducatif. Notre système éducatif est basé sur une sorte de formalité. On fait des choses par formalité. Vous êtes en train de dire, vous avez parcouru quelques universités, vous avez vu qu'ils sont en train de s'activer pour être conformes à ce qu'on a demandé. C'est par formalisme, en fait. Parce que vous n'allez pas nous dire que nous qui avons étudié là-bas,
avec les conditions qu'on leur reproche, aujourd'hui, nous ne sommes pas des bons médecins, qu'aujourd'hui, on n'a pas des places dans la société. Non, je vous ai dit qu'il y a des médecins qui sont issus de nos universités, qui sont partout ici en République démocratique du Congo et même à l'étranger. Je ne peux pas comprendre qu'un médecin brillant en France, par exemple, qui est ressorti de l'université Simon Kimbangu, par exemple, ou de l'USEKIN, qui est brillant là-bas, et que ses collègues apprennent aujourd'hui que l'université d'où il vient, l'université qu'il a formée, a été déclarée non viable, qu'il ne peut pas former de médecins. Vous étiez en train de dire tantôt que le ministre a suspendu seulement le recrutement. Non, il faut lire la décision. Je ne sais pas si vous l'avez bien lu. Le troisième point de la décision. D'abord, le premier point, on a dit sur base des travaux et secteurs, les universités, les facultés déclarées viables, on a cité 16 facultés. Deuxièmement, on dit conformément aux recommandations des États généraux relatives à l'assainissement du secteur de l'ESU, le ministre de l'ESU instruit toutes les universités non retenues sur la liste SIO de s'abstenir de recruter, n'est-ce pas, ou de programmer un quelconque recrutement de nouveaux étudiants en médecine de l'année académique 2021-2022. Troisième point. Effet immédiat. Rapidement, s'il vous plaît, parce que nous courons derrière le temps. Des dispositions ultérieures préciseront les modalités de réorientation des étudiants des classes montantes des établissements frappés par la mesure de fermeture de la faculté de médecine vers les universités viables appelées à poursuivre les enseignements de médecine. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le recrutement. Ça veut dire qu'il y a des universités qui sont appelées à poursuivre les enseignements de médecine et les universités qui sont appelées à ne plus poursuivre. Et ceux qui sont appelés à ne plus poursuivre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas viables, ils doivent réorienter leurs étudiants vers les universités qui sont établies. Dites-moi comment ça va se passer. Dites-moi, parce que ça, c'est de la formalité. Vous étiez en train de parler de l'UNICHU, l'université de Tchumbe. J'ai passé mon stage de dernière année à l'hôpital général de référence Mama Emo. On avait les amis de l'UNICHU. Je m'abstiens de relater ce qu'ils vivent là-bas. C'est quand même compliqué. Comment est-ce que l'UNICHU peut être retenu? Et je suis en train de rejoindre ce que Christian disait. Si on doit être rigoureux, même l'UNIKIN ne va pas fonctionner. Quand vous parlez des laboratoires, posez la question à nos amis de l'UNIKIN. Combien de temps ils ont passé au laboratoire dans leur cursus? Quand on nous parle du laboratoire, c'est la formalité dont je fais allusion. On fait les choses par formalité, alors que ce qui compte, c'est les résultats. Est-ce qu'on nous produit des bons médecins, oui ou non? Et après, quelle est la part de l'État? Qu'est-ce que l'État mise pour la formation des bons citoyens? Peut-être que ça va se faire, hein, Christian Emmanuel. Oui, tout à fait, ça va se faire. On ne va toujours pas se projeter. Peut-être que l'État est sur le point de vraiment miser. Gouverner, c'est prévoir. Ouais, Gouverner, c'est prévoir. Il ne faudrait pas qu'on puisse avoir l'impression que, bon, je vais utiliser l'expression, je me le permets, que lorsqu'on s'est ennuyé un peu, il faut quand même faire quelque chose pour qu'on voie qu'on est en train de travailler. La politique des fermetures ne paye pas. C'est plutôt la politique d'accompagnement qui paye. Ceux qui fournissent déjà les efforts, il faut les accompagner. Moi, je connais une université qui a été ouverte dans mon quartier, l'USG. Quand ça a commencé cette histoire-là, nous tous on rigolé. Ça se trouve dans le coin quartier Jamaïque, là qui est un magasin, juste là où il y a le pont. Vers Benseke. D'abord, c'était vers le pont de Kitambola. Quand ça a commencé, nous tous on rigolé. C'était comme une petite école encore, c'est bien. Comme un truc là à Simandaku. Il y avait des étudiants qui venaient. Je sais que ce n'était pas viable. Mais quand je vois la manière dont ils se sont battus pour que cette université-là devienne aujourd'hui viable, ils ont 2 bâtiments maintenant sur Mbenseke que quand vous passez, d'un côté comme de l'autre, ça prend quand même des effets. Je peux vous donner l'exemple de l'UPC, d'où je suis sorti. L'UPC, à un moment donné, l'UPC, vers les années 96, l'UPC a logé au niveau de Ring quelques salles seulement. Regardez ce que l'UPC est aujourd'hui. L'UPC, lorsque nous étions vers les années 2006, 2004, 2005, l'UPC n'était pas viable à accueillir les facultés d'économie et de droit. Pourquoi? Parce que le bâtiment, à l'époque, l'UPC occupait certains bâtiments de Chaoumba. Et quand vous passez là, vous trouvez qu'il y a les étudiants qui débordent. Allez à l'UNIKIN, c'est la même réalité jusqu'aujourd'hui. À l'UNIKIN, quand vous dites que vous allez réorienter d'autres étudiants, alors qu'à l'UNIKIN, déjà, il n'y a pas de place, vous allez les mettre où? Vous n'avez rien construit en attendant. C'est-à-dire que c'était beaucoup mieux
de penser à l'accompagnement. Ça veut dire qu'est-ce que ces universités-là manquent et qu'est-ce que l'État devrait faire pour les accompagner. À partir de ces moments-là, d'ailleurs, on n'aura pas besoin, parce que quand vous fermez beaucoup d'universités comme ça... Entre-temps, nous sommes en plein début de l'année académique, les inscriptions ont commencé. C'est-à-dire quand qu'il vous demandez aux fallait gens, planifier. Est-ce que vous avez pensé à ces étudiants? Il y a un autre aspect. Les bibliothèques. Mais quelle université a une bibliothèque sérieuse ici au Congo? Qu'on se le dise. Mais on dit que vous ne partez déjà pas. Non, je parle qu'on des se étudiants. le dise. Quelle université On a dit une que même si la bibliothèque est remplie, les étudiants ne partent pas. La parole. Il n'y a aucune université congolaise qui a une bibliothèque sérieuse. Qu'on se le dise. Formalisme, tout ça. Exacté. L'étudiant au Congo, c'est l'auto-formation. C'est vous-même qui cherchez. C'est vous-même qui vous connectez sur Internet, vous regardez ce qu'un professeur français, américain, canadien, suisse a écrit. Vous regardez ce que votre propre professeur a écrit. Nous n'avons pas de bibliothèques sérieuses. Donc, si vous reprochez à l'université de manquer une bibliothèque, ça veut dire que vous lui reprochez de manquer 5 livres. Ce n'est pas ça une bibliothèque, parce que quand vous allez dans d'autres universités, vous demandez, dans tel domaine, montrez-moi si vous avez, d'abord qui publie ici. Montrez-moi si vous avez ne fût-ce que 20 ouvrages dans ce domaine-là. Il n'y en a pas. Ça veut dire quand vous allez, par exemple, dans la faculté de médecine, vous dites, je ne sais pas, moi je donne un exemple comme ça, j'ai un ami médecin qui me parle souvent de ces choses-là. Vous lui dites, bon, j'ai besoin d'un ouvrage de cardiologie. Est-ce qu'on peut vous en sortir 50 ici, dans une bibliothèque ici au Congo? Il n'y en a pas. On n'écrit pas. Donc, je termine par là pour dire que... Ça sera votre mot de la fin. Oui, je comprends que pour des raisons de communication, et d'ailleurs je comprends que les ministres ne fassent que... Des questions de visibilité, vous voulez dire? Communication, visibilité, ce sera peut-être de trop, mais pour des raisons de communication, c'est tout à fait normal que les ministres préviennent qu'on va fermer. Mais beaucoup d'autres questions restent en suspens. D'ailleurs, vous interdisez les médecins qui font le cursus académique, quel que soit là où ils le font, mais les tradis praticiens. Les tradis praticiens exercent la médecine dans ce pays. Les médecins sont là, je ne sais pas s'ils peuvent me donner une réponse de quelle est la solution qu'on a trouvée pour ceux-là. Ils exercent la médecine. Doris, votre mot de la fin rapidement. Merci beaucoup, madame. Je crois que j'étais en train de suivre mon ami avec beaucoup d'intérêt. Je crois que s'il faut qu'on puisse tourner autour de cette décision-là, dire que c'est une décision qui n'est visée que de la communication. On dit que c'est une décision hâtive. Et une décision de formalisme. Je crois que ce n'est pas vraiment exact. Pourquoi? Parce que nous avions démontré tantôt ici que les autorités de ces établissements-là étaient informées de ces mesures et rappelées depuis plus de 3 ans. Il y avait les inspecteurs du Conseil national de l'ordre des médecins qui étaient passés pour leur rappeler cela. Ils savaient déjà que, au vu de ces travaux ici, nous ne sommes pas dans le norme. Nous devons nous conformer. Ils n'ont pas pu faire ça. Il y a les travaux des États généraux sur l'enseignement supérieur et universitaire qui ont été organisés. Au cours de ces assises, il y a eu des conclusions et des recommandations. Parmi les recommandations, voilà, il y avait des recommandations, entre autres, de pouvoir suspendre, n'est-ce pas, les facultés. Vous avez 1 minute, docteur. Non viables. Alors, nous voyons que cette décision-là a des effets que nous estimons qui peuvent être positifs pour ceux qui viendront après nous. Parce qu'il faut savoir, lorsque on va mettre des bibliothèques conformes, des laboratoires conformes, n'est-ce pas, lorsqu'on va engager des professeurs permanents dans ces universités-là, lorsqu'on va assainir les services académiques, ainsi que les infrastructures, ça va permettre à nos petits qui viendront après d'étudier dans de bonnes conditions. Mais à nous, qui sommes des ressortissants de là, nous en sommes victimes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on nous regarde avec dédain, on se dit, ben, on remet notre formation en cause. Ah oui, sérieux. Nous savons que dans chaque... En tout cas, c'est vrai que je touche du bois, que ça n'arrive pas, mais si je tombe ici, il ne faut pas me toucher. Hein. Non, il ne faut pas me diagnostiquer. Voilà. J'ai peur. Donc, comprenons que ça, ce sont des effets de cette décision-là. Mais les mieux en est que ça va permettre aussi, lorsque nos universités vont s'y conformer,
n'est-ce pas, de ne pas demeurer dans cet état-là des non viables, de devenir viable. Ça va de notre intérêt. C'est vrai, maintenant, là, ça remet en cause, mais après-demain, ça va nous laver également. Donc, voilà un tout petit peu ce que nous pourrions dire là-dessus. Merci beaucoup, Doris Mbomba, docteur. Aaron Kazadi. Oui, Bénédicte, je vais conclure en citant quelqu'un, il s'appelle Gros Arlène. Elle disait ceci, elle dit « Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des futures générations à répondre à leurs besoins. » C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas trouver des solutions aujourd'hui qui seront des problèmes de demain. Je vous ai parlé ici de la quantité de nombre de médecins en République démocratique du Congo. Nous sommes de très loin en deçà du seuil recommandé par l'OMS. On a à peu près un médecin pour 10 000 habitants. Ça ne va pas. Vous avez une population de 100 000 habitants pour 35 000 médecins seulement. 100 millions d'habitants pour 35 000 médecins seulement. Ça veut dire que, en prenant cette décision, quand vous réduisez, n'est-ce pas, vous enlevez même certaines facultés qui ont déjà eu à former assez de médecins, vous réduisez davantage le nombre des écoles qui doivent former le médecin, ça veut dire qu'on réduit encore le nombre de médecins. On est en train de vouloir résoudre un problème aujourd'hui, mais en réalité, la solution qu'on est en train de trouver aujourd'hui, c'est un problème de demain. Et là, il y a un grand souci. Je comprends. C'est l'effort de nos politiques. Vous l'avez dit. Moi, je crois que c'est pour le besoin de la communication aussi. C'est l'effort de nos politiques. Souvenez-vous de la fameuse décision sur l'interdiction des ventes des syllabus. Toujours avec ce gouvernement. On a interdit la vente des syllabus ici. Mais on sait que ça continue. Ils se sont rendus compte que... Non, ça doit continuer. Ils se sont rendus compte que... Comment on va dispenser les enseignements sans support? Donc, on est déjà habitué à ce genre de choses. Moi, je crois qu'il faut revenir sur la raison parce que là, on prend des décisions sans planifier. Alors, faillir de planifier, en principe, c'est planifier de faillir. Je crois que c'est par là que je vais finir mon allocution. Merci beaucoup, Aaron Kazadi. Merci, maître Christian Emango. Il n'aime pas que je mentionne cela, mais bon, c'est déjà dit. Christian Emango, merci. Merci, Doris Mbomba. Merci à vous, chers téléspectateurs. Avant de vous remercier, mais de la plus belle manière, permettez-moi, s'il vous plaît, de remercier cette grande équipe de ce matin, cette grande équipe de chaque mardi. Merci beaucoup à vous. Merci à Michel Mombongo. Merci à Donai. Merci à Alfie Fouta. Merci à Yannick Bakouchou. Merci également à Yannick Kabangou. Merci à Olivier Mbaya. Merci à qui d'autre? Galva. Merci beaucoup. Abondance, je l'ai vu tout à l'heure. Merci à, en tout cas, Éloge. Il s'appelle Éloge. Ben, ça me permet de faire un clin d'œil à Éloge Monga, mon petit frère. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. C'était un plaisir, un bonheur, un honneur, comme toujours d'ailleurs. Merci d'avoir été là. Je serai avec vous le mardi prochain entre 9h30 et 11h juste avec le même plaisir, même bonheur, comme toujours, comme vous le savez. Alors, on fait comme ça, n'est-ce pas? Prenez bien soin de vous et le programme continue sur B1 Télévision.